Conviction. Bienvenue sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Vous êtes bien sur Conviction. Aujourd'hui, nous avons le grand privilège d'accueillir un homme d'expérience. Il s'agit d'Adolphe Muzito, ancien Premier ministre de la RDC entre 2008 et 2012. Avec lui, nous allons faire connaissance, mais également faire un tour de l'actualité de la RDC. Excellence, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions de Radio Mboté. Cela fait quelques semaines que vous êtes ici en Belgique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas chômé. Vous avez rencontré à la fois la communauté congolaise et les autorités belges. Alors dites-nous, cet activisme-là, est-ce qu'il cache un souci de revenir dans le jeu politique? Oh, c'est déjà pas un activisme, c'est dans le cadre de l'activité normale d'un député, d'un homme politique. Nous sommes en vacances parlementaires, j'ai fait le tout et c'est la première fois depuis que j'ai quitté mes fonctions. La plupart du temps et plus régulièrement, j'allais dans mon fief voir l'électorat, échanger, discuter. Mon fief de Kikwit donc. Et voilà que cette fois-ci, la première donc depuis que j'ai quitté les fonctions, que je suis venu parler avec les Congolais de la diaspora, rencontrer les autorités belges. Je ferai la prochaine fois la même chose pour les autres métropoles. Et donc voilà, c'est prendre contact, échanger, discuter et donner mon point de vue, mes propositions et écouter ce que les Congolais pensent. Et les autorités belges, c'est quand même notre ancienne métropole. Avoir l'information, l'analyse qui sont le leur à ces propos, notamment à propos de la crise qui sévit dans notre pays. Vous avez rencontré d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères, le vice-premier ministre Didier Reynders, mais également le ministre André Flao de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous avez aussi rencontré la communauté congolaise, vous l'avez rappelé vous-même, vous êtes député depuis maintenant bientôt 5 ans, mais vous avez aussi et surtout initié à travers vos différentes tribunes un débat avec la population congolaise sur des thématiques spécifiques. Alors ce qui va nous intéresser ici, vraiment, c'est votre regard en tant que Premier ministre honoraire. Vous avez pendant près de 4 ans exercé cette fonction-là, donc c'est dire que nous allons essayer d'aller vraiment au plus près des choses. J'avais une première question déjà à vous poser avant d'arriver aux questions spécifiques d'actualité. On remarque depuis quelques semaines déjà une dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Donc sur le marché de change, ça pose problème. En dépit de l'intervention de la Banque centrale à hauteur de 50 millions de dollars, on voit que la situation n'a pas vraiment changé. Quelle est votre opinion sur cette question? Disons même que la Banque centrale n'est pas intervenue avec 50 millions, tout simplement. C'est plusieurs millions. Et je pense qu'en termes de mouvement sur les réserves de change qu'elle gère, je crois qu'elle est en train d'aller en dessous des milliards, en partant des 700 millions, plutôt des milliards 700. Je crois qu'elle doit avoir affecté plus ou moins 700, au minimum 700 millions de dollars des réserves de change pour essayer de soutenir notre monnaie. Moi, cette situation ne m'étonne pas. Il est vrai qu'il y a eu un choc, qu'on appelle choc exogène, c'est-à-dire la baisse des prix de matières premières, dont principalement le cuivre et le cobalt. Vous savez qu'en termes de ressources extérieures, sur la balance de paiement, le cuivre participe, le cuivre et le cobalt et subsidiairement le pétrole. Nous ne sommes pas encore un pays pétrolier, parce qu'on n'a pas encore mis en valeur notre potentiel. Les cuivres et le cobalt participent pour 97%. À l'heure actuelle? Depuis de nombreuses années, depuis un certain nombre d'années, les cuivres participent pour 97%. C'est-à-dire que 97% de nos recettes d'exportation, autour de 15 milliards de dollars, ça vient de la vente des exportations du cuivre. L'agriculture participe pour 1,9 et l'industrie participe avec 0,4. Et peut-on imputer uniquement à la baisse Maintenant, puisque la baisse des devises frappe un produit qui est essentiel, majoritairement parlant en termes de la structure de nos exportations, des recettes d'exportation, il est normal qu'il y ait baisse globalement des avoirs extérieurs du pays, qu'il n'y ait pas grand-chose comme rentrer dans les réserves de change. La Banque centrale ne reconstitue pas les réserves de change. Et voilà que nous ayons une capacité à importer moindre.
même si nos importations n'ont pas augmenté particulièrement, c'est la baisse de cette offre-là qui fait que la devise fait de caprice, la devise étrangère, dont le dollar. Mais si vous étiez en situation, en capacité d'agir, qu'est-ce que vous feriez? Ce que j'aurais fait et que j'allais faire avant, conscient de ce que notre pays est tributaire d'un produit, on est dans la presque mono-exportation, il fallait de garde-fous et travailler avec le partenaire extérieur. C'est comme dans un ménage, vous ne pouvez pas vivre sans avoir des rapports avec la banque, votre banquier. Mais cela va accroître notre dépendance, finalement. Vous pensez... Qu'est-ce que vous entendez par dépendance? Tous les pays du monde sont, j'allais dire, dépendants, mais en tout cas, il y a interdépendance. Mais ce ne sont pas tous les pays qui ont 55 à 60% de leur budget qui provient de l'extérieur. Non, notre pays n'a pas ces pourcentages de dépendance parce que notre budget est autour de 20-30% des ressources extérieures qui d'ailleurs d'une manière générale ne tombent pas, du moins dans le contexte actuel où nous ne sommes pas en partenariat avec les institutions de Bretton Woods pour qui eux, si vous êtes en rapport avec eux, ils coachent l'action, ils accompagnent, ils certifient et ils peuvent obtenir la mobilisation des ressources à votre profit, y compris de leur propre, dans le cadre de leurs propres comptes ou de la part des partenaires mutuels bilatéraux, quand ces institutions donnent leurs gages. Et donc, notre dépendance est d'abord structurelle à travers notre propre, la structure de notre économie. On sait qu'elle dépend beaucoup, du moins pour les exportations des produits de base, qui, eux, sont vulnérables sur le marché international. Ce n'est pas le fait de s'endetter qui nous rendrait vulnérables ou dépendants. Parce que, regardez, les États-Unis, c'est une dette de 18 000 milliards, avec un PIB de 18 000 milliards. Mais comment sortir... La Belgique, c'est 500 milliards de dollars de PIB, mais aussi une dette de 500 milliards de dollars. Donc 100% des dettes. La dette est égale au PIB. Mais et la France, c'est pareil. Oui. Alors ça signifie que vous vous endettez, mais vous devez vous endetter à des conditions financières, notamment les taux d'intérêt, les délais de remboursement, les délais de grâce, qui soient compatibles avec les surplus que vous allez générer avec cet endettement-là. Donc ce n'est pas un endettement pour consommer, mais un endettement pour investir et générer de quoi? Investir dans le cas qui nous concerne principalement dans les infrastructures. Il reste qu'il y a une très forte dépendance par rapport aux industries dites extractives. Vous avez rappelé la proportion notamment du secteur minier. Là, je fais appel à votre expérience d'ancien Premier ministre. Comment on fait pour diversifier justement les sources de revenus? Très bien. Justement, vous ne pouvez diversifier une économie que si vous avez, entre autres, les infrastructures. En termes de voies de communication, ce qui permet aux provinces les unes les autres, ce qui permet au monde rural par rapport au monde urbain d'échanger et d'augmenter le marché. Et quand vous échangez, vous augmentez, les paysans peuvent produire davantage parce qu'il est sûr de vendre dans telle ou telle région ou dans telle ou telle ville. Ça signifie que vous ne dépendez plus des importations dans ce domaine-là. Vous dépendez de votre propre production, mais aussi le paysan peut gagner un revenu. Et c'est ce qu'on appelle une économie qui est inclusive, qui fait participer le grand nombre. Et il n'y a que ce secteur-là, jusqu'à nouvel ordre, qui peut mettre en mouvement la grande population qui est rurale et donner à manger aux citadins pour qu'ils ne soient pas dépendants des importations et donc des devises étrangères. Et pour ce faire, pour le cas de notre pays, il faut sortir le pays de l'enclavement. Il faut réunir les Congos à travers la voie de communication. D'où des ressources que nous n'avons pas à travers notre budget, qu'il faut chercher ailleurs. Ailleurs, dans l'économie nationale, à travers l'épargne des ménages ou des entreprises publiques, ou dans l'épargne extérieure qui existe, mais qui ne peut venir que si vous êtes en partenariat, pour que ces partenariats, grâce à ceux qui sont les coachs ou les gendarmes de l'économie internationale, les FMI et la banque, donnent des cautions pour dire, vous gérez dans les normes, vous êtes capable de rembourser ce que vous aurez emprunté, et parce que vous leur permettez de regarder dans vos comptes et de vous conseiller quant à la manière de dépenser, quant à la manière aussi de mobiliser les ressources. Et donc, j'ai dit, si j'étais là, et puisque j'étais là, on a eu ces chocs exogènes, on a pu l'amortir, on a pu payer les dettes, on a pu augmenter le salaire, ça ne tue pas les FMI et la Banque mondiale. Et on a pu mobiliser d'autres excédents. Mais ça étrangle quand même. Ça n'étrangle pas. À partir du moment où ça n'étrangle que c'est lui qui veut dépenser au-delà des ressources qu'il a. Mais au contraire, ça soulage, parce que si vous montrez que vous êtes capable d'avoir des recettes demain, on vous en donne aujourd'hui. Et parce que ce qu'on vous donne, c'est pour que vous créez davantage de richesses. C'est comme ici, en Occident où vous êtes. Il n'y a personne qui vit avec de l'argent, avec une maison ou avec une voiture qu'il achète cash. Ouais, bien sûr. Vous achetez dans la durée
où vous achetez aujourd'hui ce que vous payez dans la durée. Parce que dans l'entretemps, vous devez vivre. Prenez un exemple, une maison de 200 000 $ ici. Si vous devez la construire, vous avez un revenu de 2 000 €, je caricature, vous devez mettre 1 000 $. Cependant, il faut 20 ans pour terminer la maison. Et vous ne l'habiterez que quand vous serez à l'âge, vous n'êtes plus bon pour la vie. Bien sûr. À l'âge, etc. Donc il faut l'avoir aujourd'hui et payer. Utiliser les salaires pendant 20 ans. Une quotité. C'est ça le principe. Donc, si nous voulons faire nos 58 000 km de route, moins les 3 000 qui sont déjà là, il faut 50 milliards. Il faut développer les sites Inga. Il faut des chemins de fer. Et que ça coûte 100 milliards de dollars. Si nous n'avons que 1 000 $, plutôt 1 milliard de dollars, et qu'il nous faut 100 milliards de dollars, si nous devons le faire avec les recettes courantes, c'est-à-dire que notre budget, comme c'est le cas avec le ménage, il nous faudra prendre 100 ans pour les avoir et pour qu'on commence à créer la richesse. Alors il faut les avoir maintenant et payer pendant 100 ans. Grâce à la richesse qu'on va générer au fur et à mesure, grâce aux fameux investissements. Alors tout à l'heure, lorsque je vous ai présenté, j'ai évoqué assez furtivement d'ailleurs les différentes tribunes que vous avez initiées depuis que vous avez en fait quitté vos fonctions. Donc vous permettez la réflexion sur des sujets extrêmement importants. Que répondez-vous à ceux qui disent que toutes les recettes que vous proposez, vous auriez pu les mettre en œuvre lorsque vous étiez en situation? Ils n'ont pas de mémoire historique, ils n'ont pas suivi la gestion. Et peut-être même, puisque je parle maintenant, on commence à s'intéresser à la gestion de la chose publique. Très bien, mais ce n'est que ça que j'ai fait. Les pays étaient liquides parce qu'on avait des appuis budgétaires, on avait des appuis à la balance des paiements. Maintenant qu'on a besoin de l'argent pour supporter notre monnaie, nous en avions 1,7 milliard comme réserve de change pour la Banque centrale nécessaire pour intervenir sur les marchés afin qu'on donne des devises aux importateurs qu'ils importent en leur vendant à un prix qui soit supportable, au lieu qu'ils recherchent ça sur le marché des dollars, le marché d'échange où ça coûte cher, où les dollars montent, plus vous demandez de dollars pour importer, plus ça monte. L'offre et la demande. Eh bien, le FMI nous a donné des appuis budgétaires, des appuis à la balance des paiements. Ce n'est pas de l'argent qu'on prête à l'État, on prête à la Banque centrale, qui rembourse au fur et à mesure qu'elle améliore sa trésorerie. On n'a fait que ça. C'est ce qui a permis justement, qu'en travaillant avec le FMI, qu'on ait obtenu l'annulation de la dette, parce qu'on a montré que on pouvait gérer dans la transparence en respectant les procédures. On a montré, et avec les revues régulières, ils ont constaté que les procédures étaient respectées. Voilà pourquoi ils nous prêtaient l'argent, puisqu'on était en train de rembourser. C'est grâce à ça qu'on a obtenu l'annulation de la dette. C'est grâce à ça aussi qu'on nous a autorisé, ou du moins accepté, parce qu'on est des partenaires, que nous puissions nous endetter auprès des Chinois à hauteur de 6 milliards. Et les 6 milliards, 3 milliards pour le développement du secteur minier, les projets déjà en route avec 6 communes, et les 3 milliards pour les infrastructures. Ça, je ne sais pas où on en est en termes de mobilisation. Ouais. Donc, je n'ai fait que travailler avec les FMI. Voilà pourquoi le pays était liquide et la monnaie était stable, mais aussi que nous avions, grâce à leur accompagner, augmenté les salaires, parce que le budget augmentait, grâce aux réformes qu'on mettait en mouvement avec eux, et sans que les augmentations de salaire, les augmentations de l'enveloppe salariale, puisqu'on a recruté dans les différents domaines, en travaillant avec les FMI, et puisque nous aussi, on appliquait 40% du budget en ressources propres, on affectait au salaire. Moi, je crois beaucoup au salaire comme moteur de l'économie. C'est grâce à ces partenariats-là, donc vous croyez à la relance par la consommation, en fait. Je crois à la relance par la consommation. Je tiens beaucoup à cette vision dans un pays qui est au sous-emploi de sa capacité installée. Donc, ce n'est qu'avec les FMI que nous avons réussi ce qu'on a réussi. Les gens ne veulent pas se soumettre aux procédures du FMI. Alors, je rappelle que vous avez été ministre du budget entre 2007 et 2008, avant que vous ne soyez promu à la primature. Je voudrais vous poser une question d'actualité. Nous avons appris il y a de cela quelques semaines que les Chinois avaient racheté des mines, je pense, à la société Freeport-McMoRan. Mais il se trouve, curieusement, c'est ce que nous avons tous appris dans les médias, que le gouvernement ne semblait pas être au courant de cette transaction. Est-ce envisageable, selon vous, vous êtes Premier ministre, est-ce qu'une telle opération peut ne pas avoir été portée à votre connaissance? Ça devait être porté à la connaissance du gouvernement, et le gouvernement devait chercher à savoir comment la transaction allait se faire ou s'est faite dans le cas où on les lui aurait caché. D'abord, non seulement parce que
c'est une entreprise, j'allais dire d'économie mixte, c'est-à-dire qu'il y a une entreprise publique qui est actionnaire, à savoir la GECAMIN avec 32%, mais aussi toute entreprise de cette importance, même si elle est privée, sa cession à une autre, d'une économie à une autre, d'un partenaire à un autre, intéresse l'État à plusieurs titres. Voyez-vous ici, des entreprises publiques qui veulent se mettre ensemble, l'État voit le danger, le risque qui est sur son avenir, mais aussi sur la politique fiscale qui prévaut dans le cadre du nouveau partenariat. Ensuite, on doit savoir, particulièrement pour une entreprise où l'État a des intérêts importants, avec une minorité de blocage, qu'on sache à quel prix on a vendu et quelle est la plus-value. Parce que l'État doit fiscaliser la plus-value, mais aussi en tant qu'actionnaire par les billets de la GECAMIN, on doit avoir les bonus ou les surplus de cette plus-value. Si ça vaut 1 milliard et qu'on vend à 2 milliards au-dessus du pair de la valeur, c'est l'additionnel, il faut se le partager. D'accord. Alors, une autre question, Excellence, elle concerne cette fois-ci l'agenda politique. Hein. On voit très bien qu'il y a une forte agitation. On nous annonce l'arrivée le 27 juillet prochain d'Étienne Tshisekedi au pays. Le 31 juillet, le grand meeting qui doit se tenir. Entre-temps, le facilitateur Edem Kodjo continue évidemment ces consultations. Mais avant peut-être de vous permettre de répondre à cette question, où vous situez-vous aujourd'hui, Monsieur Muzito? Est-ce que vous êtes de la majorité ou est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme un électron libre? Non, moi je suis militant du parti Lumumbisi unifié. Qui est allié de la majorité. Je suis par transitivité de la majorité. D'accord, donc vous êtes de la majorité. Je suis en train de le dire. D'accord, d'accord. Alors, quelle est la vraie question qu'il y a derrière celle-là? Parce que vous avez, depuis plusieurs semaines en tout cas, dans vos prises de position, on sent bien que vous avez une liberté de ton, elle est liée évidemment à votre statut d'ancien Premier ministre, mais d'aucuns pourraient vous prêter des ambitions qui sont tout à fait légitimes d'ailleurs. On pourrait même pousser la logique plus loin, en sachant si vous avez par exemple des vues peut-être pour un avenir plus prometteur. Cette question n'est pas taboue, j'imagine. Non, elle ne l'est pas. En fait, ici, c'est d'ailleurs moi comme Premier ministre et comme député que je m'exprime. Parce que, en tant que tel, je joue le rôle de contrôleur au Parlement. Et donc, c'est de ma responsabilité aussi bien de participer au débat sur les lois, mais aussi de porter un regard critique sur le gouvernement qui est à lui proposer des solutions. C'est à ce titre-là. Mais ensuite, en tant que militant dans un parti, le catéchisme de notre parti enseigne que les partis sont créés pour contrôler l'action du gouvernement, pour défendre, porter les couleurs du parti, concourir au suffrage du peuple. Et une fois vous avez le pouvoir que vous portez dans les institutions vos camarades, mais vous devez suivre, surveiller même les réactions, les partis étant un contre-pouvoir par rapport à l'exécutif et l'action gouvernementale. C'est dans ce cadre que, modestement, je porte la réflexion sur l'action du gouvernement en relevant le fait que le gouvernement est en train de sortir de la ligne politique qui était la nôtre dans le cadre de l'accord qui nous lie. Alors, le dialogue, aujourd'hui, il y a globalement, il y a deux tendances. Il y a ceux qui réclament le respect des délais constitutionnels, en dépit du fait qu'un dialogue pourrait se tenir. Est-ce que, de votre point de vue, des élections sont envisageables en 2016, compte tenu du fait que la CENI doit, à la fin de ce mois, lancer le processus d'enrôlement des nouveaux électeurs? Première question. La deuxième question, elle concerne évidemment l'incertitude qui plane sur l'organisation proprement dite du scrutin. Est-ce qu'en cas de non-scrutin, vous êtes favorable pour une solution consensuelle? Et si c'est le cas, quelle serait-elle? Oui, je crois l'avoir dit dans une de mes tribunes. Je ne crois pas beaucoup au respect du délai constitutionnel et donc à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Et je trouve même que ceux qui parlent en même temps du dialogue, parlent du respect du délai constitutionnel, mais ne veulent pas le dialogue Kabila, je crois qu'ils sont à côté de la plaque. Ils sont dans une forte contradiction. À partir du moment où vous dites, parce que dans le domaine public, les compétences, les attributions sont plutôt les compétences sont d'attribution. Vous ne pouvez pas avoir des attributions qui ne vous viennent pas de quelque part. Et donc, moi, je considère que
demander que le dialogue soit convoqué par la communauté internationale, c'est faire que la communauté, qui le dit poliment, devienne les souverains de la République et donc instituer. En fait. Moi, je pense que c'est au président de la République de convoquer le dialogue. Par contre, ceux qui disent qu'il ne faut pas, et ils ont raison dans le cas du rapport de force, qui disent qu'il ne faudrait pas que ce soit lui, ils doivent avoir le courage de dire qu'il faut que la classe politique, de manière informelle, convoque le dialogue. Par quel mécanisme, je ne sais pas. Mais on peut considérer à ce moment-là, ce dialogue-là sortirait de la légalité actuelle, de la constitution actuelle. Ces moments-là, on en tire les conséquences. On en tire les conséquences pour dire que nous faisons un putsch à l'actuelle constitution et nous organisons les dialogues pour créer les conditions d'une nouvelle légalité, ce qui aussi peut s'expliquer. Il faudra une nouvelle source de droit, de toute manière. Bien, à ce moment-là, nous disons il faut, la loi actuelle, nous l'oublions, l'actuelle constitution, nous l'oublions. Oui, ça c'est une chose, d'une part. Et maintenant, à la limite, pour le dire, on doit dire que ces dialogues-là, quelles sont ses compétences et quelle est sa source de légalité. Parce que c'est une légalité des faits qui viendrait de la classe politique, ce qui est compréhensible, parce que tel aura été le cas plus ou moins avec le dialogue de Sun City. Mais dans toute hypothèse, si nous arrivons le 19 décembre, au-delà du 19 décembre, il y a un problème de légalité qui se pose. Et de mon point de vue, la Constitution actuelle tombe. Je dis bien, elle tombe d'elle-même, sans que personne ne l'ait touché. L'arrêt de la Cour constitutionnelle. Non, l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Donne l'idée de ce qui peut se passer. L'arrêt de la Cour des comptes ne dit pas que le président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à l'organisation des élections. Elle dit que le président, jusqu'à l'installation du président élu. Or, le 20 décembre, après donc le 19 décembre, nous n'aurons pas un président élu. Donc, mais ça signifie que nous sommes devant un vide juridique. Parce que pour que le président en exercice soit en fonction, il faut qu'il y ait un président élu. Donc le dialogue peut régler ce problème, selon vous. Mais non, d'abord nous constatons qu'à ce moment-là, la Constitution actuelle, à cette date-là, n'est plus opérationnelle. Est-ce qu'on ne peut pas anticiper? Est-ce qu'il faut attendre ce moment-là? À condition qu'on anticipe. Mais ceux qui disent qu'on anticipe, et ils ont aussi, ils ont raison, mais ils doivent en tirer les conséquences. Un peu pour dire quoi? Si nous anticipons aujourd'hui, maintenant la question aujourd'hui, qui convoque les dialogues? Le président de la République, on lui reconnaît la légalité, mais on ne lui reconnaît pas sa légitimité. On dit qu'il ne peut pas convoquer parce qu'il va manipuler. Et c'est de bonne guerre. Mais alors qui convoque? La résolution 2277. La résolution invoque la souveraineté de la République démocratique du Congo. Oui, ça signifie que ce Kabila, ayons le courage de nos idées, et ça nous libère du point de vue de la capacité d'analyser. C'est lui. Mais puisqu'on estime que lui, en convoquant, il va manipuler, ça va être rejeté par lui, les résolutions iront à lui et à ses institutions finissantes, il faut en tirer les conséquences. Mais que répondez-vous, par exemple, au rassemblement qui estime, mais ça ce sont des voix qui s'élèvent pour dire que si transition il y a, elle revient à Étienne Tshisekedi, par exemple. C'est une proposition, c'est un rapport de force, c'est légitime, non? On pouvait dire qu'à toi un autre, compte tenu de son parcours historique, on peut le proposer. C'est pourquoi j'ai dit, les 19, au-delà du 19 décembre, nous n'avons pas la Constitution. Parce qu'on aurait une Constitution qui ne pourrait être actionnée par personne. Parce qu'il n'y aura pas un président élu pour l'actionner. Et le président qui sera en place, ce sera un président des faits, parce qu'il ne peut pas actionner la Constitution, parce que lui-même n'est pas en fonction, dans la mesure où il n'y a pas un qui a été élu. On peut considérer qu'il sera un président des faits en train d'expédier les affaires. Attendez, je n'ai pas fini. Ça signifie qu'on aura un président des faits, sans légalité, avec faible légitimité. Est-ce que le dialogue maintenant, puisqu'il faudra à un moment donné les convoquer, la classe politique devra dialoguer, soit qu'ils verront l'option de les coopter, soit de coopter un autre. Mais de toute façon, on n'aura plus de légalité républicaine à ce moment-là. C'est le dialogue qui pourra créer les conditions d'une légalité républicaine en passant par un acte de transition et non qu'il y ait une transition. C'est là où je parle de deux transitions. Cette transition-là pourra avoir une constitution de transition qui va localiser, qui va organiser la gestion des institutions. Mais de mon point de vue, on ne peut plus aller, on ne peut plus rédiger une constitution à soumettre par ce parlement des faits issus du dialogue. Ne devait pas, comme l'actuelle constitution l'a été, rédiger une constitution à soumettre au peuple. Il faudra d'abord aller aux élections.
pour qu'on ait un Parlement élu qui va rédiger la Constitution. C'est la deuxième transition. Ça fait mal aux gens, oui, mais c'est ça, pour retourner à la République. Vous l'aurez compris, le sujet est extrêmement vaste. On pourrait y passer des heures. Merci infiniment, Excellence, Monsieur le Premier ministre, d'avoir accepté de répondre aux questions de Radium Beauté. Je rappelle que vous avez été ministre du Budget, Premier ministre. Vous êtes actuellement donc député. Nous aurons en tout cas grand plaisir de vous retrouver à l'occasion, lors de votre prochain passage à Bruxelles, sur le plateau de Conviction. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve très prochainement avec un nouvel invité dans Conviction. À très bientôt.